À la fin d'un cours, on n'a jamais pris un verre d'eau pour essayer de la technique des piqûres. Marie Lucas est agrégée de philosophie et maman de 3 enfants. Ta technique, en fait, de développement personnel, finalement, au service des mamans, elle a rejoint tous mes textes de philosophie pour m'aider moi aussi à les comprendre. Elle publie Un corps pour deux, petite philosophie de la grossesse. On voit toujours le spermatozoïde conquérant, voilà, qui brave tous les dangers, si possible contre un vagin qui est absolument hostile. Et à chaque fois, le champ lexical, c'est le combat, le chevalier, le courage. C'est à la fin du 19e siècle qu'on a vraiment pu prouver que les femmes participaient à la fécondation. Chez Aristote, il n'y avait même pas d'ovule. Dans cette conversation, elle revient sur son parcours de villageoise et nous présente son travail sur le corps maternel. On a effacé la grossesse, elle parle de matricide, c'est-à-dire au fond de difficulté à reconnaître que nous ne sommes pas des self-made man, mais que nous sommes intrinsèquement liés, interdépendants. Notre corps a cette fabulosité qui fait qu'il pourrait être le lieu d'un autre. Ça, c'est assez exceptionnel. Je suis honorée d'accueillir aujourd'hui Marie Lucas. Bonjour Marie. Bonjour Hélène. Marie, tu es agrégée de philosophie, accessoirement maman de 3 enfants, et il se trouve que tu es passée par l'aventure du village. Pourquoi est-ce que tu as décidé de rejoindre cette aventure ? Alors, j'étais pas une maman épuisée, mais j'étais une maman qui avait besoin de ressources, de nouvelles ressources. Donc, j'étais à l'étranger. Et en Grèce, nous avons été confinés 1 an et demi dans l'appartement, pas 3 mois, 1 an et demi. Donc, sans école, 1 an et demi en appartement. Sans école, avec 3 enfants déjà. Alors 2. 2, ce qui est déjà pas mal. Mais dans un appart, quoi, c'était pas très amusant. Et donc même si j'avais un tempérament plutôt optimiste et calme, je pense que je me suis un peu effondrée concrètement à la fin de la 2e année. Et voilà, donc je pense que j'avais un besoin d'un nouveau départ. Et donc je me suis inscrite au village pour découvrir aussi ce beau site auquel je participais déjà et voir un peu plus les méthodes du village pour être mieux. Ouais. Et qu'est-ce que tu as appris à faire pour être mieux ? À travers le village, ce qui m'a le plus marqué, je pense, c'est d'abord même dans le reset, cette importance du temps, du micro-temps pour soi déjà, en prenant le temps du verre d'eau, en prenant le temps de la respiration, ce qui ne m'avait pas du tout effleuré comme idée avant. Ça m'a beaucoup rejoint. J'ai énormément aimé donc les invitations à l'introspection ou la méditation. Je dirais la contemplation aussi. Ça m'a beaucoup parlé et j'ai essayé de le garder. Ça, c'était dès le reset. Et après, dans les modules, j'ai trouvé plein de ressources. Voilà. Soit avec les enfants, les frites chaudes, le 20 minutes, ou alors, que sais-je, le coin sacré, le temps pour soi le matin. Ça, j'y arrive pas trop le matin. Mais cette idée, en tout cas, du temps pour soi, voilà, je pense que ça m'a réautorisé, non pas être égoïste, mais voilà, quand maman va, tout va, comme tu le dis tout le temps. Ça m'a réautorisé à prendre soin de moi pour que les autres aillent bien. Quel lien est-ce que tu as fait entre toutes tes lectures, entre les grands philosophes, et puis ces petites actions toutes concrètes du quotidien qui sont proposées dans les modules ? En fait, moi, ce qui a été un grand déclic avec le village, c'est que avant, je regardais de très loin cette idée de développement personnel, c'est-à-dire de trouver des techniques pour aller mieux, pour oser briller ou que sais-je. Et en fait, ça m'a permis de faire le lien entre ces textes de philo que je lisais, qui cherchent en permanence, en fait, la vie bonne, la vie heureuse, et finalement quelque chose de comment le concrétiser. Et ça m'a permis, tu vois, les techniques du village m'ont permis de comprendre qu'en fait, c'est les textes d'Épicure que je lisais depuis très longtemps, qui déjà proposaient de s'arrêter, de jouir du simple verre d'eau. Et quand tu l'as proposé, je me suis dit, mais en fait, c'est totalement génial. C'est juste que Hélène, elle a compris ce que disait Épicure, qu'on m'avait pourtant enseigné, que j'ai beaucoup lu. Et que j'avais jamais fait. À la fin d'un cours, on n'a jamais pris un verre d'eau pour essayer de la technique d'Épicure. Et en fait, je me suis dit, ta technique en fait, de développement personnel, finalement, au service des mamans, elle a rejoint tous mes textes de philosophie pour m'aider moi aussi à les comprendre. C'est pas uniquement que j'ai vulgarisé un peu, j'ai pas seulement mis des mots philosophiques sur ce que tu disais. Je pense que ça m'a aussi aidé moi. Et d'ailleurs, je le fais maintenant avec mes élèves. On lit Épicure et après, je les invite on boit un verre d'eau ensemble. C'est génial. Et en fait, ça se dire... en fait, la philosophie, elle est là aussi pour chercher la vie bonne. C'est ce que disent les Grecs. Elle est là dans le zen de bien vivre. La philosophie cherche, dans l'Antiquité, ce bien vivre. Et si nous écoutions vraiment les textes, je pense que ça m'a fait une sorte de déclic de ce type en écoutant le village, en suivant le village. Donc ça montre qu'on n'a rien inventé, en fait. On n'a rien inventé, mais dans la quête, la recherche du bonheur et de la sérénité. Mais en même temps, tu as inventé un truc qui est de le faire vraiment, en fait. D'oser le faire vraiment. Ouais. Sans action, rien ne change. Exactement. Est-ce que tu as d'autres exemples de
philosophes qui ont rejoint un rituel ou d'un rituel qui a rejoint une lecture philosophique. Et ben, moi, ce qui m'avait marqué, c'était la télécommande, cette idée du sourire, quoi. L'importance aussi de la posture du corps. Et la télécommande, c'est l'insistance sur le fait que c'est pas en se forçant à faire quelque chose, c'est en essayant par le corps de danser, de mettre la musique, d'entrer dans une forme d'entrain, de joie dans le corps. Y a quelque chose qui se produit. Et en fait, ça rejoignait tout à fait ce que j'avais fait pendant la grecque, Mène de Biran. Mène de Biran, il explique que justement, c'est par l'effort répété du corps que finalement on se transforme soi-même, que la pensée émerge. Et finalement, c'est par le contact du corps que nous devenons quelque chose, que nous nous transformons. Donc je me suis dit, moi typiquement la télécommande, je me suis dit, mais c'est l'application de Mène de Biran qui me manquait, par exemple. J'adore t'écouter parce que du coup je me trouve vachement intelligente. Mais c'est vachement intelligent. C'est ça qui est télécommande. C'est ça qui est intéressant. Alors que j'avais jamais lu cette source, tu vois. Donc oui, voilà. Ouais, ou alors aussi c'était l'idée du coin sacré aussi. Oui. Elle me venait de cette idée d'Aristote. Il parlait pas exactement du coin sacré, mais dans son optique, si tu veux, chaque être a une place propre. Voilà. Lui parlera de lieu propre. Et le lieu propre, alors c'est pas celui qui est passal, c'est le lieu dans lequel je suis moi, je suis bien, et toutes les choses sont en mouvement perpétuel dans le système, dans la cosmologie d'Aristote. Tout est en mouvement, rien ne s'arrête, donc les choses tombent, nous-mêmes nous sommes toujours en mouvement, sauf quand on trouve notre lieu. Et quand on trouve notre lieu, si je lâche quelque chose, il tombe et après il bouge plus parce qu'il a trouvé son lieu. Donc le lieu des choses lourdes, va dire Aristote, c'est le bas, c'est d'être en bas. Et je me suis dit, en fait, nous avons tous un lieu propre à trouver. C'est un lieu où, au lieu d'être dans le mouvement permanent, on est dans la quiétude. Quiétude, c'est le silence. Quiesce, le silence. Et en fait, un lieu où, enfin, on n'est plus dans l'agitation permanente, mais on se recentre. Je me suis dit, mais l'idée du lieu est géniale parce que, effectivement, si j'ai pas le lieu, j'ai beau vouloir en permanence trouver du temps. C'est pas que le temps, c'est le temps et le lieu. Et si j'ai le lieu, je vais trouver le temps, en tout cas un temps plus ressourçant. Voilà. Donc, je pense, oui, ça m'a... Les philosophes m'ont éclairé et m'ont donné envie de partager cet éclairage. C'est passionnant, cette idée que, ça c'est facile à comprendre, que notre foyer est en mouvement permanent et qu'on a besoin de trouver son lieu propre. Et dans un de tes articles, tu parles aussi de Marc Aurèle qui dit qu'on peut chercher un lieu de retraite, peut-être dans les paysages les plus magnifiques ou les plus reposants, mais en fait, le lieu de retraite est à l'intérieur de nous. Je me trompe peut-être. Non, pas du tout. C'est dans les pensées pour moi-même. Dans les pensées pour moi-même. Donc, Marc Aurèle, c'est un empereur romain. Il avait un emploi du temps assez conséquent, mais il était stoïcien aussi. C'est-à-dire, c'est une philosophie antique qui cherche en permanence à trouver la sérénité, coûte que coûte, quels que soient les événements, les tempêtes extérieures. Et justement, dans les pensées pour moi-même, qui sont magnifiques, à un moment, il dit, mais qui es-tu pour chercher en permanence des plages, des lieux de retraite, des chaumières rustiques, quand, en fait, le vrai lieu de retraite, il est accessible à tout moment. Il suffit que tu rentres en toi-même. Et ça, c'est absolument magnifique. Effectivement, c'est une invitation que j'avais pas, typiquement, j'aimais beaucoup la philosophie antique, mais j'avais pas osé mettre en place ce que disaient ces philosophes. Oui. Et je dirais, oui, en fait, quand on écoute Marc Aurèle, quand on écoute ou les épicuriens, il y a une vraie invitation et si on essayait, en fait. Si on essayait de vraiment jouir des choses simples, maintenant. Peut-être qu'il y a des choses qui vont pas dans ma vie, peut-être que je sors d'un grand confinement, peut-être que le boulot, ça va pas, ou que sais-je, mais là, maintenant, le présent, le futur angoisse, parce qu'il n'est pas. Le passé peut faire parfois souffrir lorsqu'on sort d'épisodes un peu compliqués. Mais le présent, on trouve souvent quelque chose maintenant que l'on peut satisfaire et qui peut combler. Ça, c'est vraiment l'idée d'Épicure. Et je me suis dit, et si on les écoutait Voilà, je pense que ça a été une sorte de réveil, un peu réveil philosophique. Tu m'as confié également que l'aventure du village apportait un autre fruit. Tu as trouvé le temps d'écrire un livre qu'on va présenter, que tu voulais écrire depuis longtemps, mais je voulais quand même d'abord te demander où tu l'as trouvé, ce temps. Où je l'ai trouvé, ce temps. J'ai osé le trouver parce que c'était le module Oser briller. Oui. Et donc, je me suis dit que c'était mon coup de pied aux fesses pour oser écrire le premier chapitre. Donc, j'avais déjà préparé le livre, mais je n'osais pas écrire, peur de l'échec, peur que ça ne serve à rien. Et je me suis dit, 1 mois, ça coûte pas grand-chose. Donc, j'essaye 1 mois, le chapitre. Et avec ce chapitre, j'ai trouvé l'éditeur. Donc, j'ai écrit tout le livre. Et où est-ce que j'ai trouvé le temps ? Je suis très organisée. Et j'apprends à compartimenter. Tu dis que la grossesse a été non seulement oubliée, mais aussi effacée
dans la philosophie occidentale, pourquoi cet effacement ? Alors, l'effacement, c'est une expression de Lucie Rigaray qui va dire finalement que si on a effacé la grossesse, c'est qu'on avait des difficultés à voir la dette originelle. Ce qu'elle appelle la dette originelle, c'est le fait que nous venons d'un corps maternel. Je sais pas, Athéna qui sort de la tête de Zeus, comme Ève qui sort de la côte d'Adam, il y a ce qu'elle appelle un incroyable retournement, une défaite des femmes. Et c'est-à-dire qu'au fond, on a en quelque sorte, elle parle de matricide, c'est-à-dire au fond de difficulté à reconnaître que nous ne sommes pas des self-made man, mais que nous sommes intrinsèquement liés, interdépendants, et que nous avons été mis au monde par un corps avec qui nous étions comme un. Voilà ce qu'elle appelle cet effacement, qui fait qu'il est bon maintenant, aujourd'hui, de pouvoir oser penser la grossesse. Tu écris « Le corps maternel nous apprend que nous sommes tous redevables à un autre, nous sommes en quelque sorte endettés, ce dont nous oblige tous. » Nous oblige à quoi ? Nous oblige à prendre soin. Ouais. C'est qu'au fond, la dette que j'ai parce qu'on m'a mise au monde, c'est pas forcément une dette envers mes parents, envers ma mère. Mais c'est juste que, comme on a pris soin que j'étais vulnérable, profondément vulnérable, non seulement donc dans la grossesse, mais dans les mois, les années qui suivent, je ne peux être que parce qu'on a pris radicalement soin de moi. Et en fait, c'est cette idée que la vulnérabilité oblige, puisque on a pris soin de moi, je me dois de répondre à la vulnérabilité d'autrui. Donc là, c'est intéressant. C'est pas uniquement pour les femmes, d'ailleurs. C'est nous sommes tous nés d'une femme. Et du coup, nous avons tous été, même si parfois nos parents peuvent être défaillants, qu'importe, nous devons tous notre vie à un autre. Et cela m'oblige à prendre soin de l'autre. Pas seulement parce que, au nom de sa dignité humaine, certes, mais parce que moi aussi, j'étais faible et on s'est occupé de moi. On peut parler d'interdépendance ? Exactement. Ouais. Interdépendance, c'est-à-dire que nous sommes, contrairement à ce qu'on a pu longtemps croire ou vouloir montrer, je sais pas, de l'homme nietzschéen dans un éternel retour qui n'a pas de mère pour lui donner la vie. Justement, en fait, nous ne sommes que parce qu'on nous a mis au monde. Est-ce que tu as le souvenir d'un moment précis où tu t'es dit il faut que j'écrive sur le corps maternel ? Alors moi, j'ai commencé d'abord mes recherches. Je travaillais déjà sur le corps. Ensuite, donc, je tombe enceinte pour la première fois. Et le corps devient une question. C'est-à-dire que c'est pas forcément facile pour moi, la grossesse. Je suis assez épuisant. Et en même temps, je pense que le déclic, c'est quand je sens les mouvements in utero du bébé. Où là, c'est vraiment assez marquant, quoi, de se dire l'autre n'est pas devant, comme on me l'a appris en fac de philo. On m'avait toujours dit l'autre est le visage, disait Lévinas. Il est celui qui est dans la distance, mais qui, par son visage, me montre qui il est. Et en fait, l'autre, il n'est pas visage, il est d'abord pied dans les côtes, que je ne vois pas. D'ailleurs, c'est peut-être des fesses, je ne sais pas, à vrai dire. L'autre, il n'est pas du tout dans la distance, il est là-dedans. Il fait sa place dans mon corps. Il appuie sur mon estomac, sur ma vessie. Exactement. Et à vrai dire, je ne le connais pas, je ne le vois pas, il est invisible. Et l'échographie ne m'en montre qu'un contour imprécis. En fait, je me suis dit, mais c'est pas seulement une philosophie de la grossesse que j'ai tenté de faire, c'est repenser l'être à partir de la grossesse. Nous sommes tous nés d'une femme, c'est-à-dire que nous avons tous surpris un autre, nous avons tous été dedans. C'est l'être dedans. On est tous des êtres dedans. C'est rigolo, avant d'être séparés. Et c'est ça que j'ai voulu faire, de me dire, si on osait repenser la philosophie à partir de là d'où nous venons tous, la grossesse. Alors, cette grossesse, elle commence par la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Et tu dénonces dans ton ouvrage cette idée dans l'imaginaire collectif qu'il y a, je cite, l'héroïque épopée du spermatozoïde opposée à l'indolente passivité de l'ovule. Et tu expliques que l'ovule est en réalité beaucoup plus proactif qu'on ne le croit. Oui, l'ovule est beaucoup plus proactif. Ça m'a fait... J'ai beaucoup rigolé en écrivant ces pages parce que j'ai épluché pas mal de sites de vulgarisation scientifique, mais très, très réputés. Et à chaque fois, effectivement, on voit toujours le spermatozoïde conquérant. On s'en rappelle peut-être en cours d'SVT, voilà, qui brave tous les dangers, si possible contre un vagin qui est absolument hostile. Et ils sont des milliers. Ils sont des milliers pour un. Donc la belle se laisse dans sa haute tour, elle attend que quelqu'un arrive alors que tout est hostile. La femme est hostile au spermatozoïde. Et à chaque fois, le champ lexical, c'est le combat, le chevalier, le courage. Et en fait, alors c'est un article d'Emily Martin, The Egg and the Sperm, où elle montre qu'en fait, c'est une construction culturelle, que globalement,
y a une vision très romancée, donc qui est déjà louche, qui correspond beaucoup à ce qu'on appelle les clichés de genre, voilà, de la passivité de la femme. Et ensuite c'est faux. Voilà. Donc c'est-à-dire que la femme, l'ovule, l'ovule exerce ce qu'on appelle une sorte de chimio-attraction. C'est-à-dire qu'il n'est pas passif. Il encourage par cette chimio-attraction déjà à faire une sorte de sélection du spermatozoïde. Donc il participe aussi à la sélection. Et on ne sait pas exactement comment ça marche, mais on le constate. Et ensuite, une chimio-attraction qui fait que l'ovule ne se laisse pas pénétrer par un spermatozoïde. L'ovule fait entrer un spermatozoïde, aide un spermatozoïde à entrer. Oui. Et ensuite, ils ne sont pas des milliers, ils sont beaucoup moins nombreux, quelques centaines. Bref, déconstruire un peu cette mythologie autour de la fécondation permet de comprendre encore une fois que la femme participe évidemment bien. Ce qu'on a mis du temps à comprendre, hein, c'est à la fin du 19e siècle qu'on a vraiment pu prouver que les femmes participaient à la fécondation. Chez Aristote, il n'y avait même pas d'ovule. Alors Aristote, et c'est ça qui est intéressant, il pense contre son temps. Hippocrate, qui est vraiment le grand médecin grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui va avoir une grande influence, Hippocrate dit que la femme a une semence, tout comme l'homme. Aristote, ça le dérange profondément, peut-être un peu macho sur ce coup. Il va reprendre un autre courant, notamment qu'on retrouve chez Échille, qui va dire finalement la femme ne participe en rien. Elle ne fournit que la matière, ce pourquoi parfois son enfant peut lui ressembler. En gros, c'est-à-dire qu'il est un peu difforme. Hein. Si un enfant ressemble à sa mère, c'est que la matière a pris le pas sur la forme, l'eidos, qui donne la forme, qui donne vraiment la vie. Et donc la femme n'est vraiment comme un bloc de marbre, elle n'est que le bloc, quoi. Et c'est l'homme qui lui sculpte le nouvel être, grâce à son sperme. Et ça, c'est une décision d'Aristote contre les connaissances de son temps. Et le problème, on va les récupérer globalement à l'époque médiévale. Saint Thomas d'Aquin, qui a une grande influence, va reprendre cette vision d'Aristote. Et voilà, donc jusqu'au 19e siècle, on va s'empêtrer là-dedans en se demandant, mais finalement, est-ce que la femme participe vraiment? Est-ce qu'elle est qu'une sorte de mère porteuse d'un truc qui vient pas d'elle? Et voilà, donc tout ça, c'est à remettre en cause. Donc le corps de la mère est un contenant passif. Exactement. Et d'ailleurs, on dit attendre un enfant. Voilà, attendre un enfant comme si on avait quelque chose d'attendre, mais voilà, c'est Iris Young qui va dire dans son article Pregnant Embodiment, elle va dire finalement, très étrange cette expression, to wait a child, c'est la même chose en anglais, attendre un enfant. Comme si j'attendais par le rideau, par la fenêtre, quand j'ouvre le rideau, j'attends de voir s'il n'y a pas une jolie cigogne qui passe. Enfin, en fait, non, il y a bien un sujet qui est enceint. Ça, c'est la grande révolution, d'ailleurs opérée par Iris Young dans les années 80. C'est dire, attendez, en fait, il y a quelqu'un qui est enceinte et ça la métamorphose. Il y a bien un sujet qui est transformé et qui participe en un sens à la grossesse. Qu'est-ce que ça change pour nous, les mères, aujourd'hui en 2025, de savoir que notre corps est capable de si grands miracles? Je dirais, il y a une forme aussi de gratitude chez Fabuleuse. Dire au fond, notre corps, même si on n'a plus d'enfants, même si on ne veut plus d'enfants, même si on n'en veut pas, notre corps a cette fabulosité qui fait qu'il pourrait être le lieu d'un autre. Et ça, c'est assez exceptionnel. Dire au fond, mon corps, chaque mois, me signale que je pourrais être deux. Il y a quelque chose de très déroutant, notamment quand on veut plus d'enfants, ou d'angoissant quand on a l'impression que c'est plutôt fini. Et en même temps, mon corps me dit en permanence que je pourrais être le lieu d'un autre. Il y a quelque chose d'assez fabuleux à se rendre compte de ce pouvoir, même si parfois, justement, dans le cycle, on va dire, c'est rigolo, on m'a diagnostiqué une endométriose au moment où j'écrivais le chapitre sur les règles. Donc, c'est pas toujours plaisant, ce retour permanent des menstruations. Mais derrière cela, sans faire l'éloge du corps, c'est ce que j'ai tenté de faire, sans faire l'éloge du corps ni l'éloge de la maternité, voir que nos corps ont quelque chose d'incroyable. Sont des corps pas seulement procréatifs, mais des corps profondément créatifs. Voilà ce que j'ai tenté de penser. J'aimerais t'interroger aussi sur les grossesses qui ne terminent pas. Tu as traversé 2 fausses couches. Et j'aimerais te poser d'abord la question, pourquoi cette expression est problématique? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler de fausse couche? Qu'est-ce qu'on devrait dire à la place? Alors, le problème de fausse couche, c'est que ça laisse entendre que c'était faux, voilà, qu'il n'y avait rien. Ce qui n'est pas vrai. Il n'y avait pas rien, il y a une grossesse qui se termine. Donc, plutôt que de parler de fausse couche, on propose de parler de grossesse, d'arrêt naturel de grossesse. Il y a un collectif qui s'est monté pour défendre cette idée-là. Et c'est hyper important parce que c'est dire qu'il y a eu grossesse. Et donc, il y a deuil aussi. Surtout, elle ne se vient pas toujours...
Si l'enfant était très attendu, même si elle survient tôt, ça peut être un drame. Et ensuite, les fausses couches peuvent survenir assez tard et être corporellement très difficile, psychologiquement très difficile. Moi, personnellement, ma deuxième fausse couche, je l'ai eu à la fin du 3e mois. Donc, c'est vrai que c'était pas... non seulement on s'était préparé à cet enfant, mais... Comment dire, c'était... la grossesse était bien en route. Et donc, la fausse couche n'a pas été la même que la première fois. Donc, extrêmement douloureuse, je ne m'y attendais pas. Et en même temps, voilà, c'est ça qui est le plus dur, c'est de voir qu'à travers l'écoulement, il y a quelqu'un qui part. Quelqu'un, en tout cas, quelque chose qui chaque jour est en train de devenir quelqu'un. Et ça, c'est extrêmement difficile. Ouais, tu écris horreur de voir mon corps devenir un tombeau. Oui. Et notamment parce que les premiers saignements, c'est long en fait. Ça peut être long. D'avoir une fausse couche, et ça dure plusieurs jours. Et donc, on sait on évite de regarder trop ce qui se passe, mais il y a quelqu'un qui sort, quoi. Oui. Parfois, il faut même aller justement jusqu'à... aller à l'hôpital justement pour que ça puisse se faire dans des bonnes conditions. Moi, j'étais tellement mal suivie. En fait, j'étais à l'étranger encore et j'ai même pas pensé à aller à l'hôpital très bêtement. Et donc, je suis restée assignée toute seule, ce qui n'était pas bien. Et je pense qu'il y avait une sorte de non-préparation. Comme j'avais déjà une fausse couche, mais beaucoup plus tôt, je pensais que ça serait rapidement réglé, même si douloureux. Pas du tout. Du coup, j'étais assez surprise, mais je ne savais pas. Qu'est-ce qui t'a aidé à mettre un petit peu de sens dans ces fausses couches? Est-ce que notamment l'écriture tout court ou l'écriture de cet ouvrage a participé à... Oui, c'est à chaque fois j'ai eu besoin d'écrire. Ça aussi, c'est une des clés du village. Toujours prendre le petit carnet et écrire. Je le faisais pas avant. Donc écrire, j'ai écrit à ce moment-là, évidemment. Mais j'ai réussi, quand tu dis qu'est-ce qui donne sens, j'ai envie de dire avec Lévinas, il n'y a rien qui donne sens à la souffrance. La souffrance, dit Lévinas, elle est toujours absurde. Et ce qui compte, c'est d'essayer d'y mettre fin. Mais quand on a un deuil, alors là, c'est un deuil bien petit par rapport à d'autres parents qui peuvent vivre des épreuves bien plus grandes. Mais on ne peut pas tout de suite donner sens parce que la souffrance, elle est absurde. Dans le sens où elle dit le non-sens. Dans la chair ou dans la pensée, elle est le non-sens. Donc, donner du sens au non-sens, voilà, non, ça n'a pas de sens. Et en même temps, avec le temps, j'ai une acceptation Moi, ce qui m'a aidée à chaque fois, c'est l'acceptation du travail de la vie. C'est au fond de me dire, s'il part, c'est qu'il devait partir. Dans le sens où, sans doute, peut-être qu'il n'était pas viable, j'en sais rien. Donc, de le laisser faire. Moi, je me suis dit à chaque fois, c'est ça qui est difficile aussi dans la grossesse. Il y a bien un sujet qui est enceint, qui participe, dans le sens où qui subit et qui vit et qui se laisse métamorphoser. Et en même temps, parfois, il y a une dépossession totale qui peut aller jusqu'à l'arrêt de la grossesse, désirée ou pas désirée, et qui fait que on se sent complètement passif et dépossédé de quelque chose qui avait jailli et auquel on avait consenti. Tu parles aussi pour les grossesses qui aboutissent à une naissance. Tu parles de l'accouchement, de la violence de l'accouchement. Mais moi, j'aimerais arriver juste après l'accouchement, qui est quelque part la conclusion de ton livre. Mais c'est là que tout commence. Hein. Tu cites Sophie Tolstoï, qui est elle-même citée par Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe. Ces 9 mois ont été les plus terribles de ma vie. Quant au 10e, mieux vaut n'en pas parler. Qu'est-ce qui t'a dérouté le plus dans ton entrée dans la maternité, si tant est qu'on entre dans la maternité au moment de la naissance? Je pense pas que ce soit tout à fait vrai. Mais il y a quand même une sortie de cette alien là qui est à l'intérieur que on rencontre pour de vrai. Comment tu l'as vécu ce 10e mois et plus? On n'était ni une ni deux dans la grossesse et tout à coup on a l'impression qu'on est deux. Mais c'est une impression. C'est-à-dire que si le cordon est coupé, en fait, le lien est toujours là. Il y a quelque chose qui nous unit à l'autre et qui parfois est douloureux, dans le sens où on se réveille beaucoup. Moi, j'ai allaité, donc effectivement, une interdépendance très grande entre moi et mon bébé qui est épuisante. Et je sortais, alors j'ai mis du temps à le comprendre. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans ces recherches et ce livre. Le premier accouchement était assez traumatique. Et donc, j'ai pas pu... au départ, moi, j'ai mis 3 semaines à pouvoir marcher, à pouvoir juste prendre mon bébé dans les bras. Et du coup, même le changer, en fait, voilà. J'ai pas pu le faire avant pas mal de jours. Et du coup, petite dépression du postpartum quand même. Je pleurais tout le temps, globalement au premier. J'ai pas eu ça pour les autres. Mais voilà, donc l'entrée dans la maternité était un peu à la fois douce parce que je me sentais profondément
lié à ce petit qui était là et en même temps assez traumatique corporellement. Et j'ai mis du temps à renouer avec mon propre corps puisqu'il avait été assez traumatisé. Et du coup, voilà. Le 10e mois était dur pour moi. Et ensuite ça s'est apaisé. Et les mois d'après ont été plus joyeux. Un corps pour de petites philosophies de la grossesse de Marie Lucas à retrouver en librairie. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, chère Marie.